bienvenue dans ce webinaire sur l'école d'aujourd'hui, apprendre, rendre autonome, éduquer aux technologies, animé par Monsieur Emmanuel Bernet en direct de Singapour. Donc, je suis Carole Soulagne, chef d'établissement du groupe scolaire Jacques Chirac, et je serai accompagnée de Marielle Sel, directrice de l'école primaire, pour modérer les questions puisque nous sommes dans un mode webinaire. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers, tout au long de la présentation d'Emmanuel Bernet, à travers la discussion ou le question-réponse. Vous avez des icônes en bas de votre écran pour pouvoir poser ces questions. Mais vous aurez aussi la possibilité d'activer vos micros dans ce deuxième temps d'échange avec Emmanuel Bernet. Voilà. Parce que nous sommes convaincus au groupe scolaire Jacques Chirac que les parents ont un rôle à jouer dans la scolarité de leurs enfants, nous avons initié des rendez-vous parents et nous les inaugurons avec Emmanuel Bernet, que nous avons choisi comme expert pour deux conférences. La prochaine se tiendra le 19 mars. Et nous avons choisi Emmanuel Bernet à la fois pour son propos, mais aussi parce que son expérience de chercheur, de formateur, d'enseignant dans un lycée français à l'étranger, puisqu'il enseigne au lycée français de Singapour, et était tout à fait intéressante, d'autant plus qu'il est lui-même issu de l'enseignement québécois. Donc, sans plus tarder, ça a permis à tout le monde, je pense, de rejoindre la conférence. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole pour entrer dans le vif du sujet. Emmanuel, à vous. Alors, bonjour à tous, chers parents, chers enseignants qui sont peut-être présents aujourd'hui. C'est un honneur et un privilège de pouvoir faire une intervention pour le groupe scolaire Jacques Chirac en direct de Singapour pour le Maroc. Vive les technologies, vive ce que la pandémie nous a apporté de bon. Et puis aujourd'hui, je vais me présenter rapidement et après ça, nous allons avoir environ 1 heure pour parler de motivation, d'enseignement dans l'école d'aujourd'hui. Donc, je suis enseignant-chercheur au lycée français de Singapour et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la formation et la profession enseignante, qui est un centre de recherche international en éducation pour toute la francophonie. Et donc, je me suis spécialisé à travers les années sur les questions de motivation scolaire, de technologie éducative et de gestion de classe participative. Donc, nous aurons 2 webinaires ensemble, un aujourd'hui et un le 19 mars. Et puis, le but de ce webinaire, c'est peut-être de vous aider à mieux saisir qu'est-ce qui est devenu l'école d'aujourd'hui et pourquoi elle se transforme, afin que vous puissiez mieux accompagner votre enfant dans sa scolarité qui est changeante et qui est certainement différente de celle que vous avez connue quand vous étiez jeune. Donc, nous allons démarrer la présentation. Laissez-moi 2 petites secondes. Voilà. C'est bon? C'est bon? OK. Donc, super. Donc, on va démarrer ça tranquillement. Laissez-moi prendre mes notes. Alors, nous allons d'abord faire un petit survol historique des changements de l'école à travers le temps. Et puis, après ça, nous allons voir un peu des questions de motivation scolaire et de pratique pédagogique à l'école. Voilà. Alors, à travers les années, depuis très longtemps d'ailleurs, le système éducatif tente de se renouveler, de se réformer. Et j'aime bien aborder ce sujet avec cet auteur qui s'appelle Sir Ken Robinson, qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, mais qui était un chef de file britannique en termes d'éducation et qui expliquait que les réformes avaient deux raisons, les réformes éducatives. La première était économique. On voulait que les jeunes d'aujourd'hui soient mieux qualifiés pour les métiers du 21e siècle. La plupart des métiers aujourd'hui, on ne les connaît pas. Ils vont émerger avec le temps. Et l'autre raison, eh bien, elle est culturelle. On voulait qu'à travers la mondialisation, eh bien, les écoles puissent transmettre le gène culturel à leurs enfants, à leurs étudiants pour garder une certaine identité au niveau
au niveau de la planète. Donc, le problème, c'est que encore aujourd'hui, on essaie d'améliorer l'éducation parce qu'on agit un petit peu comme autrefois. En fait, le système éducatif, il est bâti sur une ère, sur une autre ère, sur une ère un peu industrielle. Donc, M. Ken Robinson fait cette citation. Et dans cette citation, ben, on comprend que l'école, en fait, elle a été bâtie un petit peu à l'ère industrielle. L'idée, c'était d'éduquer une minorité de personnes qui allaient être l'élite. Et du coup, ben, mettait de côté de nombreuses personnes. Il y avait eux et nous. Et donc, ceux qui peuvent apprendre et ceux qui ne peuvent pas apprendre. Et puis, à travers le temps, évidemment, tout ça a changé et on voulait avoir une espèce de réussite pour tous. Les pays se sont questionnés. Mais encore aujourd'hui, on est basé un petit peu sur ce modèle de l'école qui ressemble parfois à une usine où il y a la cloche, où il y a des paquets d'enfants regroupés par âge, où ils sont regroupés par niveau, des fois par spécialité d'enseignement aussi, comme dans une usine. Les salles de classe sont souvent encore rectangulaires parce que les écoles ont été bâties il y a très longtemps. Il y a peu d'espace, par exemple, pour la collaboration, des aires communes. Dans les écoles très, très modernes, peut-être à Jacques-Chirac, vous avez ce genre de salle. Les élèves sont assis en rangée, particulièrement maintenant avec la pandémie, on a de moins en moins le choix. Et puis, ben, ce qui compte, c'est ce qui est produit, c'est le résultat final. Et donc, vers les années 60, ben, il y a des systèmes éducatifs qui ont décidé de changer un peu tout ça et d'essayer d'améliorer la situation. Et pourquoi il fallait réformer? Ben, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, en fait, il fallait réformer pour la réussite de tous. Alors, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse réussir. Alors, on était dans un concept un peu où il fallait être égaux. L'égalité était importante dans l'éducation. Tout le monde devait réussir. Et puis, après, on a eu le concept d'équité qui venait aider les élèves qui avaient peut-être un petit peu plus de difficultés à avoir des ajustements dans l'enseignement pour apprendre mieux et pour réussir autant que les autres. Et puis maintenant, on parle beaucoup, hein, nos inspecteurs à l'AEFE nous parlent beaucoup d'inclusion d'élèves en difficulté dans les classes. Et donc, la population de l'école s'est largement transformée avec le temps. Pourquoi aussi réformer l'éducation? C'est parce que les pays ont réfléchi sur le taux de diplomation, alors qui était peut-être inférieur à leurs attentes. Et puis, il y a la question d'abandon et d'échec scolaire qui sont très présents dans certains pays, particulièrement en milieu défavorisé. Et une dernière chose, on a souhaité que les systèmes éducatifs puissent se comparer. Et donc, il y a cette étude PISA qui est présente, qui est faite par l'OCDE et qui essaie d'évaluer à chaque année les performances des différents systèmes éducatifs selon certains critères. Et donc, la France, le Canada, Singapour font passer des tests et des questionnaires aux élèves de 15 ans pour comparer et voir leur niveau de réussite. Mais le niveau de réussite n'est pas seulement d'être bon en mathématiques. On a des indices comme l'anxiété, comme la capacité de lire, etc., qui sont étudiés dans ces études. Mais donc, les pays se comparent entre eux pour essayer de voir qu'est-ce qu'un fait de bien et l'autre pourrait faire de mieux. Donc, dans cet esprit de réforme, évidemment, apprendre, enseigner et évaluer, c'est certainement transformé. Alors, j'imagine que l'école que vous connaissez de votre enfant, c'est sensiblement transformée par rapport à celle que vous avez connue quand vous étiez plus jeune. Alors, essayez de réfléchir comment c'était pour vous à l'école quand vous étiez petit. Ce serait intéressant que vous ayez une image dans votre tête de comment c'était apprendre. Est-ce que vous aimiez ça, apprendre? Et puis, votre enseignant, il était comment? Vos enseignants, ils étaient comment? Quelles étaient leurs postures dans la classe? Est-ce qu'ils se déplaçaient? Est-ce qu'ils vous encourageaient? Ou est-ce que c'était important de donner des savoirs? Et puis, comment vous étiez évalué? Est-ce que vous étiez évalué à l'aide de notes, d'appréciation, de descriptifs, plus qualitatifs? Comment était votre bulletin? Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces choses? Ces choses ont changé graduellement. Alors, autrefois, on était dans une approche plus de connaissance.
Donc, on était dans une approche qu'on dit encyclopédique. On voulait que les gens connaissent beaucoup de savoir. Puis ensuite, on a réfléchi avec l'approche behaviorale, on a réfléchi à faire apprendre par objectif, être capable de faire ci, être capable de faire ça. Par exemple, être capable de calculer deux nombres inférieurs à 100, être capable de lire des titres et des sous-titres, être capable de résoudre un problème mathématique. Et puis, depuis une vingtaine d'années, les systèmes éducatifs se sont transformés vers une approche par compétences. Parce qu'on réalisait que les élèves apprenaient à faire plein de choses, mais souvent, après avoir fini l'examen ou la certification, ne se souvenaient plus de rien et n'arrivaient pas à transférer leurs apprentissages dans des situations concrètes de la vie. Donc, on a opté pour une approche que l'on appelle socio-constructiviste, une approche qui est basée sur l'interaction sociale entre les apprenants pour co-construire nos savoirs. Et donc, j'aime bien mettre cette petite définition et là, Yves Martel, votre ancien chef d'établissement, va particulièrement aimer cette citation. C'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer, s'élever avec le concours des adultes. Nous déplaçons l'acte éducatif. Le centre de l'école n'est plus le maître, mais l'enfant. Alors déjà, dans les années 60, on commençait à réfléchir sur le fait qu'il faudrait peut-être que l'enseignant prenne une place différente et que l'élève prenne une place beaucoup plus active. Et puis, enseigner, est-ce que c'est pareil qu'autrefois? Réfléchissez à vos enseignants. Comment étaient-ils? Eh bien, maintenant, on souhaite que les enseignants apprennent aux élèves à apprendre, à réfléchir, à raisonner, à co-construire leur savoir, à être déstabilisés et à trouver les outils que l'on leur fournit pour essayer d'apprendre. Donc ici, on a John Dewey, qui est un des premiers chercheurs en motivation scolaire et qui se questionnait « If we teach today's students as we taught yesterday, we rob them of tomorrow ». Donc, c'est intéressant de voir que déjà dans les années 60, on réfléchissait à ces questions. Et puis, évaluer. Quand on était jeune, évaluer, c'était bien différent d'aujourd'hui. J'en suis certain que vous l'observez à travers les commentaires des enseignants au groupe scolaire Jacques Chirac. Alors, la première chose, on est passé de l'évaluation à pour l'évaluation. Hein? L'important, c'est essayer de faire en sorte que l'évaluation serve à l'apprentissage, pour l'apprentissage de l'apprentissage. Alors, au début, on avait une évaluation qui était normative, c'est-à-dire qu'on utilisait des scores, des moyennes sur 20, sur 100, et on classait en rang les élèves de la classe. J'ai connu ça, moi j'ai été éduqué avec les jésuites à Montréal, au Collège de Montréal. C'était des prêtres, mes profs, pour dire comment je suis vieux. Et donc, c'était vraiment ça. On classait les élèves dans la dictée, qui était le meilleur et qui était le dernier. Ça arrivait de faire des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus voir. Et puis, on est passé après, dans les années 80, 90, à une approche critériée, où on cherchait à avoir des critères d'évaluation et à dire si c'était acquis ou pas acquis, réussi ou non réussi, à travers une liste de savoir-faire pour l'élève à accomplir. Et puis, finalement, on est arrivé dans une approche de l'évaluation qui est descriptive, où on cherche davantage à qualifier comment l'élève s'y prend pour apprendre, qu'est-ce qu'il a appris, comment il se débrouille et comment il perçoit ses méthodes, sa façon de travailler, etc. Donc, l'évaluation, elle est différente. L'évaluation, elle est tout au long de l'activité d'apprentissage ou pédagogique que l'enseignant fait. Ce n'est plus seulement un examen à la fin. Okay? Donc, maintenant, l'évaluation doit porter davantage sur les démarches que les élèves ont plutôt que sur la bonne réponse. Et c'est surtout ça qui est important. Et puis, finalement, les technologies sont arrivées dans tout ça. Particulièrement récemment, il y a eu énormément de technologies. Et l'ardoise était une technologie à l'époque. C'était une invention que l'on utilise encore aujourd'hui. La télévision, dans les années 80, c'était très présent. Et puis l'ordinateur portable est arrivé dans les années 90, les années 2000 avec Internet. Je mettais sur mon CV pour être prof que je savais utiliser le email. Je pensais que ça allait m'attirer un emploi.
Mais aujourd'hui, on a l'ordinateur qui est présent et particulièrement avec la pandémie, bien, les technologies ont pris beaucoup de place et il faut s'adapter et on va apprendre de cette expérience enrichissante d'enseignement à distance pour augmenter la qualité de l'enseignement en présentiel également. Du moins, c'est mon souhait. Alors ici, on a une citation de Bill Gates disant que les technologies, c'est un outil, ce n'est pas une finalité en soi, ça sert à apprendre. Et sans le mettre, ben, on ne peut pas y arriver. J'aime bien aussi la citation de Steve Jobs qui dit « J'échangerai toute ma technologie pour un après-midi avec Socrate ». Ça dit à quel point, en fait, la pensée ben, est très importante, même lorsqu'on utilise les technologies. Et puis, nos rôles ont changé aussi à travers tout ce temps. Alors, nous avons tous le même intérêt, c'est la réussite de nos enfants, de nos élèves. Nous travaillons tous fort. Maintenant, on travaille un peu plus fort peut-être qu'avant. Les deux parents travaillent. Mais notre posture a changé par rapport à la relation d'aide que l'on peut avoir avec l'apprenant, tant à la maison qu'à l'école. On va voir ça ensemble maintenant. Donc, dans ces deux séries de webinaires, nous allons aborder d'abord aujourd'hui la motivation scolaire à apprendre et puis le changement dans les pratiques scolaires et éducatives. Et puis, la prochaine fois, eh bien, nous allons plus aborder la question des technologies et des usages réfléchis à la maison, les avantages et les risques. Alors, tout d'abord, la motivation scolaire, c'est quelque chose qui est très important et qui tend à chuter avec les âges. Les élèves arrivent généralement très motivés à l'école et puis leur motivation décroît. Alors, elle décroît pour plusieurs raisons et c'est ce qu'on va voir. Mais ce qui est important de comprendre ici, aujourd'hui, c'est que ce dont on va discuter aujourd'hui, il ne faut pas faire table rase sur tout ce qui était avant. En fait, toutes les stratégies qui étaient efficaces avant, dans l'enseignement plus traditionnel, sont encore efficaces de nos jours. Il faut juste voir, à les contextualiser, à les mettre dans une situation plus authentique pour l'élève, pour apprendre, réfléchir et réussir. Donc, cette dynamique de la motivation, elle est importante. La motivation, c'est le premier médiateur de l'apprentissage. Si on n'est pas motivé, on ne peut pas apprendre. C'est extrêmement important. Et cette motivation change avec le temps. Elle change grandement. Alors, l'enfant est super curieux d'apprendre. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans. Il veut apprendre, il veut essayer, il est curieux. Et puis, à l'adolescence, c'est d'autres enjeux qui se pointent. C'est les crises d'identité, le corps change, le cerveau change, et là, ça peut être encore plus difficile d'être motivé parfois. Et puis, à l'âge adulte, tout se stabilise un petit peu plus. Et là, ce qui est important, c'est l'accomplissement, le sens de la réussite qui se présente. Donc, à chaque période de l'âge d'un être humain, eh bien, la motivation change et fluctue. Cette motivation, elle tend à chuter vers la fin du primaire et particulièrement au début du secondaire, lorsqu'il y a la transition CM2, 6e. Cette motivation, dans nombre de recherches internationales, montre qu'elle chute. Et elle chute pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'enfant aiguise son sentiment de compétence. Il apprend, il sait dans quoi il est bon et dans quoi il est moins bon. Quand il est tout petit, il va peu chercher à se comparer avec les autres, tandis que quand il est plus grand et adolescent, il va chercher souvent à se comparer avec les autres. La deuxième raison pourquoi cette motivation scolaire chute au secondaire, c'est qu'il y a un changement de pratique. Il y a une espèce de cassure qui s'opère entre le primaire et le secondaire en termes de relations pédagogiques entre l'apprenant et l'enseignant. À la maternelle, les élèves sont avec leur enseignant, cosy, l'enseignant prend bien soin d'eux, s'occupe beaucoup de leurs émotions. À l'élémentaire, on commence à être un petit peu plus structuré, mais il y a un maître qui est présent ou 2. Et quand on arrive au secondaire, et là, on a plusieurs maîtres, donc c'est difficile d'avoir une relation privilégiée avec tous ces maîtres. Et ça y joue pour beaucoup dans la motivation des élèves, cette relation avec le maître. Et les changements de pratiques pédagogiques aussi sont importantes entre le primaire et le secondaire. Au primaire, on a tendance à faire beaucoup de projets. On a tendance à se centrer sur des petites réussites.
Et au secondaire, par moment, ben, on est poussé par le programme et il faut couvrir pour des examens officiels qui vont arriver. Au niveau des pratiques pédagogiques, eh bien, il y a une problématique aussi, c'est que tout ce changement qui s'opère dans l'acte d'enseigner, d'apprendre et d'évaluer, ben, va chercher différentes croyances. Donc, des enseignants qui ont été élèves eux-mêmes et qui ont bien réagi à comment l'éducation était structurée, était faite de leur jeunesse, ont tendance à reproduire le même genre de comportement quand ils enseignent. Donc, leur posture est soit axée sur le contenu ou bien, s'ils ont changé avec leur temps, bien, leur posture est certainement là plus pour guider les enfants, certes leur donner des savoirs, mais leur apprendre à apprendre. Et puis, l'évaluation aussi va chercher des croyances. Est-ce que c'est la quantité de connaissances qui est importante ou qu'est-ce qu'on peut faire avec qui est important? Et donc, les technologies apportent aussi son lot de problèmes par rapport à la motivation scolaire et à l'apprentissage. Les élèves sont très motivés à utiliser les technologies. Les enseignants aimeraient les utiliser davantage, mais parfois sont un peu dépourvus. Et donc, l'enseignement à distance, entre autres, pendant ce temps de pandémie, a hautement amélioré les compétences des enseignants à utiliser le numérique et à enseigner avec le numérique. Ça ne fait aucun doute. Les élèves, les parents doivent gérer aussi les technologies à la maison. Ça, c'est une autre réalité qui est présente dans la scolarité de l'enfant, entre les jeux vidéo et l'outil pour apprendre qu'est la technologie. Et puis, malheureusement, les jeunes peuvent développer des addictions au niveau des technologies. Donc, ce qu'on sait actuellement au niveau des technologies, c'est que les utiliser, c'est important parce que les élèves sont motivés à utiliser les technologies. Si on ne les utilise pas à l'école, ça va faire un clivage entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Et les élèves ne vont pas voir de sens à l'école parce que un de leurs outils principaux n'est pas utilisé. Donc, c'est important de les utiliser. Mais on sait que l'effet de l'utilisation des technologies sur l'apprentissage est modéré. Et tout ça, ça dépend des usages que l'on a. Donc, là, ça, c'est la citation d'une chercheure, Leroux, en France, de l'Université Clermont-Ferrand, qui a produit une grosse étude pour résumer l'impact des technologies en éducation. Voilà. Donc, maintenant, nous allons attaquer le gros morceau, qui est le morceau sur la motivation scolaire. Alors, c'est un thème qui me passionne probablement parce que je n'étais moi-même un élève pas motivé à l'école quand j'étais jeune et en difficulté d'apprentissage. Donc, heureusement, ma mère était là pour m'aider et d'où l'importance de l'encadrement et du support à la maison comme à l'école. C'est ce qui garantit la réussite de nos enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie de la motivation qui se situe dans une approche sociale cognitive, c'est-à-dire une approche qui a un rapport avec les perceptions. La motivation, c'est une question de perception par rapport à la tâche, par rapport à soi, par rapport à son environnement, les perceptions des élèves. C'est une vision aussi qui est assez holistique et qui prend l'ensemble de l'enfant dans qui il est, dans son développement, mais aussi dans son contexte. Et puis, c'est une approche qui est spécifique à la discipline. Alors, la motivation peut être différente selon que l'on apprend le français, les mathématiques, les sciences. Les enfants réagissent différemment selon leur discipline. Cette motivation change avec l'âge et puis, évidemment, le milieu social a un impact fort sur cette motivation. Alors, cette perspective de la motivation se situe dans l'idée qu'il faut d'abord avoir un certain mindset, un certain état d'esprit pour être motivé et aller dans la bonne direction et être capable de faire face aux défis et persévérer. Et il y a cette chercheure, Carol Dweck, qui a travaillé beaucoup sur cet état d'esprit qui est très, très intéressant. Et en fait, toute la base de sa recherche, c'est sur la posture par rapport à l'erreur et par rapport à l'intelligence. Et donc, Carol Dweck nous dit que
ben, on a deux possibilités de posture et de mindset, d'état d'esprit. Soit une posture incrémentielle où on est là pour profiter de tout ce qui nous arrive et de pouvoir grandir malgré les difficultés. Et l'erreur, là, est une opportunité de croissance. Et un enfant qui n'est pas capable de réaliser quelque chose, ou un adulte, elle utilise l'expression « not yet ». Tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore capable de. Mais ça s'en vient et elle lui explique qu'est-ce que l'élève a réussi à savoir et à faire pour se rendre là, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Tandis que dans un état d'esprit fixe, bien, on est dans l'erreur, c'est une limite à mes capacités. Et donc, un enfant qui est déjà dans cette posture où l'erreur est une limite à mes capacités et je ne suis pas intelligent et je ne suis pas bon en maths parce que ma mère n'était pas bonne en maths, ben, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est très difficile. Et l'enseignant aujourd'hui a plusieurs chapeaux et un chapeau, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant pour l'amener à avoir une attitude positive par rapport à l'apprentissage. Donc, vous pourrez scanner ce QR code pour aller trouver ce document sur Carol Dweck et sur cette perspective. Mais ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'important, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Alors, j'aimerais ça maintenant, j'ai assez parlé, je vais prendre un petit peu d'eau et pendant ce temps-là, vous allez scanner ce QR code et vous allez essayer de répondre à ce petit quiz. Je vais le faire pour voir si ça fonctionne bien. Alors, très bien. Donc, vous allez écrire un mot. Alors, vous avez cinq possibilités d'écrire des mots. Vous pouvez en écrire 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez écrire un mot qui complète la phrase suivante. Un élève motivé démontre de la, etc. OK? Choisissez un mot. Par exemple, je vais vous donner une réponse. Un élève motivé démontre de l'intérêt. Alors, vous allez écrire intérêt. Ne mettez pas le déterminant. Mettez seulement le mot, s'il vous plaît. Et pendant que vous faites ça, on va regarder ce que vous envoyez au fur et à mesure. Alors, de la joie. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs, hein? Alors, j'espère que vous avez plusieurs à participer. J'espère que vous avez pris le temps de noter le QR code. Je vais le remettre au cas où. D'accord? Revoici le QR code. Je vais revenir au nuage de mots. Alors, il y a quelques personnes qui ont marqué la joie. Alors, plus le mot est écrit souvent, plus il va grossir. Alors, j'espère que vous participez nombreux. Sinon, ça va être, ce ne sera pas très nuageux dans notre nuage de mots. Voilà, ce qu'on peut voir ici, bien, plaisir, joie, on a des composantes émotives, émotionnelles, l'enthousiasme. On a des composantes comme la fierté, c'est émotionnel, le désir. La curiosité, c'est plus cognitif. On a des parties cognitives. Le dynamisme, on est parti un petit peu plus comportemental. L'encadrement aussi. Le bien-être dans son ensemble. Bon, ben on va continuer. On va continuer notre présentation. Alors, c'était un peu pour voir qu'est-ce que vous
quelles étaient vos représentations sur la motivation scolaire. Alors, on va regarder ça ensemble maintenant. Donc, je vais vous présenter une façon de voir la motivation scolaire. C'est un modèle. C'est un modèle qui s'appelle le modèle attente et valeur. Et c'est un modèle qui a été développé à l'Université du Michigan et qui est une approche vraiment globale de la motivation, comme je vous l'ai expliqué. Et dans ce modèle, on peut observer que l'important, c'est qu'est-ce que l'enfant démontre comme comportement. Quel est son comportement motivé? Alors, c'est un indicateur. Donc, il peut, comme je vous l'ai mentionné maintenant, il peut s'engager de manière comportementale. Par exemple, un élève motivé, c'est un élève qui participe, qui a de la participation. C'est un élève qui pose des questions. Au niveau affectif, c'est un élève qui a du plaisir, de la joie. Et au niveau cognitif, c'est un élève qui réfléchit, qui persévère, qui se fixe des buts. Donc, cet engagement, elle a 3 dimensions, comme vous venez de le voir, et c'est un indicateur extrêmement important de la motivation de votre enfant ou de votre élève. En fait, de regarder quels sont les signaux que mon enfant me donne pour me montrer, qu'il est motivé ou démotivé. Est-ce qu'il me pose des questions? Est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il se concentre? Au niveau affectif, quelle est son émotion? Comment il se sent? Est-ce qu'il est anxieux, nerveux, etc.? Et au niveau cognitif, je vais lui poser des questions pour savoir comment il s'y est pris pour résoudre le problème en mathématiques ou pour bien écrire son texte en français, par exemple. Donc, de ce comportement motivé vient de 2 choses, essentiellement. Alors, on peut essayer de réfléchir à ça comme si on regardait notre enfant avec une paire de lunettes. Donc, dans une lunette, on va voir est-ce que ce jeune, cet enfant accorde de la valeur à ce qu'il fait, à ce qu'il apprend. Est-ce que je veux réaliser cette tâche et pourquoi? Donc, on va aller voir ça en détail ensuite. Et l'autre lunette, on pourrait le regarder aussi, notre enfant, notre élève, à l'aide de ses attentes de succès. Alors, est-ce qu'il pense qu'il va réussir la tâche ou non? Et cette relation, elle est multiplicative. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a 0 intérêt pour le cours de maths et qu'il se trouve extrêmement bon en mathématiques et qu'il est bon en mathématiques, mettons 5 ou 6, 6 fois 0, ça fait 0. Donc, il ne sera pas motivé et il ne démontrera pas un bon comportement pour aller réaliser le problème de mathématiques, même s'il est capable de le faire. Donc, des fois, il y a des enfants comme ça qui sont très capables, très brillants. Ils ont appris toutes les stratégies, mais ça ne les intéresse pas. Ils n'accordent aucune valeur, aucun sens. Et il y en a d'autres, par contre, qui veulent apprendre, qui accordent une certaine valeur, mais ne sont pas assez outillés pour réussir. Ils n'ont pas développé les stratégies nécessaires de lecture, de calcul pour réussir. Donc, ces attentes de succès, eh bien, elles se définissent un petit peu ainsi. Alors, ça a un peu en rapport avec la confiance en soi. En fait, il y aurait 4 piliers, comme une table, comme une chaise, 4 piliers qui soutiennent la confiance en soi et cette attente de bien réussir. La première, le premier pilier, si vous voulez que votre enfant, votre élève ait de bonnes attentes de succès, un bon sentiment d'auto-efficacité, qu'il pense qu'il est capable de réussir, il faut le persuader qu'il est capable de. Il faut le convaincre qu'il est capable de, avec de bons arguments. L'autre, c'est par modelage. Les enfants apprennent à être confiants en regardant les autres faire. Mais pas seulement l'enseignant, les autres enfants surtout. Parce que les autres enfants ont un même langage, ont de mêmes expériences. L'enseignant, lui, du haut de son piédestal de prof ou le parent avec toutes ses connaissances, eh bien, des fois, il est un peu loin de la réalité de l'enfant et de se mettre au niveau de l'enfant, ça peut être difficile. Des fois, vous allez expliquer quelque chose à un enfant, plein de fois, de façon différente. Il ne va toujours pas comprendre. Et un autre enfant va se mettre à lui expliquer une fois et la lumière apparaît. Voilà.
faut que l'enfant ait des expériences de réussite. Et évidemment, si ces réussites-là sont peu fréquentes, ben, il y a un pied de la chaise qui n'est pas là. Et donc, l'enfant peut tomber et n'aura pas nécessairement des bonnes attentes de succès. Donc, les expériences de réussite, c'est pour ça que les élèves qui ont un petit peu de difficulté, on leur demande de faire des petites tâches pour vivre des petits succès. Donc, si votre enfant a de la difficulté avec quelque chose, bien, il faut le ramener à des petits succès pour lui dire, ah, tu vois, tu es capable maintenant. Et ce qui est trop difficile, ben, tu n'es pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Regarde le progrès que tu as fait. Et puis, évidemment, il faut que l'enfant soit dans un bon état émotionnel et psychologique. Il faut que le bien-être à l'intérieur de l'enfant soit là. Un enfant qui est anxieux et qui est stressé, ça paralyse sa mémoire de travail, il ne pourra pas apprendre, il ne pourra pas penser qu'il est capable de réussir. Donc, voilà quelques petits aspects intéressants pour que votre enfant développe de bonnes attentes de succès. Il faut le mettre dans ces conditions-là. Et puis, l'autre lunette, c'était la valeur que l'on accorde à l'apprentissage. Est-ce que je veux faire ce travail ou ce projet et pourquoi? Et donc, il y a 4 caractéristiques. Premièrement, il faut que l'enfant trouve du sens à ce qu'il fait. Ça va me servir à quoi? C'est un peu en lien avec l'utilité, mais le sens profond, la valeur de sa réussite. Est-ce qu'il va être fier de réussir? Il faut que ça soit présent. Ensuite, de manière intrinsèque, il faut qu'il soit intéressé par l'activité. Alors, un enfant peut être désintéressé par les mathématiques, mais faire un projet dans lequel on parle de l'espace, de la guerre des étoiles, et puis on fait des mathématiques à travers tout ça, ou du français, et tout d'un coup, l'enfant est intéressé par la situation d'apprentissage, il ne réalise pas qu'il fait des mathématiques qu'il déteste. Donc, d'où l'importance de chercher à aller voir qu'est-ce qui intéresse les enfants. Et donc, du coup, les enfants vont développer une certaine joie et ça va déclencher un certain engagement si l'enfant est intéressé. L'autre aspect, c'est l'utilité. Il faut que ça serve à quelque chose. Alors, chez les adolescents, on voit souvent cette question dans les cours. Oui, mais madame, à quoi ça va me servir? Ben, c'est une question extrêmement pertinente qu'il ne faut pas mettre de côté, tasser. Il faut vraiment y répondre. Et c'est à l'enseignant et aux parents aussi dans l'utilité des tâches que vous offrez à vos enfants à la maison ou des situations d'apprentissage que vous pouvez leur proposer, ben, que ça soit utile à quelque chose. Par exemple, planifier le prochain voyage à l'intérieur du Maroc, parce qu'on ne peut pas trop voyager en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour planifier ce voyage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est une tâche d'apprentissage, c'est une tâche éducative très authentique dans laquelle il va faire des mathématiques, du français, de la géographie, de l'histoire. Ben, ça va peut-être l'intéresser si son but, c'est d'aller se faire une balade dans le désert. Il va peut-être chercher à savoir qu'est-ce qui se passe et comment le programmer. Et puis, le coût. Alors, ça, c'est super intéressant pour les adolescents. Alors, je suis certain que vous avez des adolescents à la maison. Qu'est-ce que ça va coûter à mon jeune de faire cette activité? Il y a, pendant ce moment-là, il y a un coût émotionnel, certainement, c'est que je ne pourrais pas voir mes copains, mes amis. Il faut que je fasse un sacrifice à quelque part. Et un adolescent est particulièrement toujours en train de négocier le coût dans sa tête. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse les efforts? Quel est le coût en temps, en relation avec mes amis, avec mes autres plaisirs? Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la PS4, c'est certainement plus plaisant que de faire des exercices de mathématiques. Quel est le coût à ça? Donc, il va essayer de négocier avec ça à l'intérieur de lui pour que, en fait, avec tout le reste, mais il accorde de la valeur envers les tâches qu'on va lui proposer à l'école. OK? Donc, tout est une question de perception ici. Alors, on va prendre un petit moment pour regarder une petite vidéo rigolote qui va vous montrer, en fait, des jeunes qui cherchent du sens aux mathématiques enseignées à l'élémentaire. Bon visionnement, ça dure 2 minutes. Bonjour les enfants, mon nom est Madame Duguay et c'est moi qui vais être votre professeur cette année. Alors pour commencer la journée, on va se réchauffer avec des petits exercices de mathématiques.
Arrêtez-moi ça tout de suite, là. Vous allez voir, c'est un problème simple. OK? Concentrez-vous bien. Marie a 6 pommes. Si Paul lui prend 2 pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie? Oui, Gabriel? Ben moi, j'ai une question. Pourquoi Paul lui prend les pommes à Marie? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi, hein? Pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi, hein? Ah, ben ça, c'est pas important, là. Concentrez-vous juste sur le problème. Ben, d'après moi, c'est ça le problème. Hey, Paul, c'est un piqueur de pommes. Piqueur de pommes. Non, c'est pas, vous comprenez pas, là. Gars, imaginez-vous que Paul et Marie sont de très bons amis. Paul a fait ça juste pour rire. Ben, voyons donc, y a rien de drôle là-dedans, là. Tout le monde sait ça, c'est contre la loi de voler les biens d'autrui. Ah, regarde, c'est juste une histoire pour illustrer un petit problème de mathématiques, là. Fais juste 6 moins 2, OK? Ça fait 4. Non, c'est pas juste un petit problème de mathématiques, ça. C'est un grand problème de comportement, puis ça ronge notre société. Fait qu'on commencera pas à tolérer ça, là. Dans mon livre à moi, Paul, c'est un voleur, puis faut qu'il aille en prison. Faut qu'il aille en prison. Écoutez, les enfants, là, on peut pas envoyer Paul en prison. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que Paul, il existe pas, OK? Je l'ai inventé, là. Il existe pas. C'est une petite histoire, c'est tout. Il n'y en a pas de Paul. Ah, ouais? Ben là, si Paul n'existe pas, là, c'est qui a volé les pommes de Marie, d'abord? Hein? Ouais, c'est vrai, ça. C'est qui, hein? C'est qui? Oh boy. Je pense que l'année va être longue. Puis à part de ça, là, je pense à ça. T'étais où, toi, quand c'est arrivé? Hein? T'as-tu un alibi, là? Parce que t'en parles pas mal comme si t'étais là, tu sais. Check dans sa sacoche, sont là, les pommes mousquées. En tout cas, compte-toi chanceuse d'être sauvé par la cloche. Parce que c'est toi le suspect numéro 1 dans cette histoire-là. Non, c'est que j'ai mis le Valium, moi, là. Puis pense pas te pousser pendant la récréation, parce que moi, j'ai pas fini avec toi. L'enquête ne fait que commencer. C'est louche, ton affaire. Donc, voilà. Alors, c'était simplement pour se divertir un peu. Cette petite histoire sur le sens que les enfants ont donné à cette situation problème. Alors, c'était un petit reportage, une petite émission québécoise, comme vous avez pu le remarquer. J'espère que vous avez bien saisi ce qui était dit. Et puis, ben, du coup, on va continuer dans notre approche de la motivation. Donc, cette attente de succès et ses valeurs, ben, sont influencées par mes souvenirs au préalable et comment je me sens en ce moment, mes souvenirs de succès ou d'échec. Ça va définir la valeur que j'accorde aux choses. Et puis, mes représentations. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir la tâche? Les outils. Qu'est-ce que je dois mobiliser pour réussir la tâche va aussi influencer ces deux aspects, ces deux croyances motivationnelles d'attente et de valeur. Alors, on va regarder ça rapidement. Alors, pour qu'un enfant puisse réussir, ben, il faut qu'il possède des stratégies. Donc, il faut qu'il possède des stratégies pour traiter l'information et exécuter l'information. Des stratégies pour lire, pour compter, mais aussi pour représenter, schématiser, élaborer, synthétiser. Et puis, il doit aussi avoir des stratégies qu'on appelle métacognitives. C'est des stratégies qui sont là pour essayer d'aider l'apprenant à mieux apprendre. Ces stratégies-là, c'est des stratégies comme de l'anticipation. Je suis capable de prévoir les problèmes qui vont arriver, les difficultés que je vais rencontrer. Je vais planifier les choses que je vais faire. Tout ça, c'est de l'ordre de comment je pense. Et puis, je vais aussi apprendre à me réguler, à adapter mon attitude, mes stratégies en fonction de ma situation d'apprentissage. Évidemment, tout ça fait aussi un appel aux images que la personne elle a d'elle-même. Donc, les images de soi sont assez importantes. C'est un peu en lien avec la confiance que l'on a. Et puis, un autre aspect important de ces représentations, ben, c'est les buts que l'enfant se fixe. Et là, je vais prendre un temps pour parler des buts de maîtrise et de performance. Donc, des objectifs à court terme et à long terme. Pas trop besoin d'explication pour ça. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ou c'est quoi mon objectif de réussite pour cette tâche. Mais les buts de maîtrise et de performance, c'est quelque chose d'important et c'est en lien avec l'état d'esprit dont on a parlé plus tôt. Alors, ces buts de maîtrise, c'est l'enfant qui fait les choses pour lui-même, pour apprendre pour lui-même, pour grandir, pour croître, pour avoir de la fierté.
Tandis que les buts de performance, c'est l'enfant qui fait les choses pour montrer aux autres qu'il sait. Donc, c'est plus une question d'ego quand on opte pour des buts de performance, OK? Ou de se classer par rapport aux autres. Alors, ce qui est intéressant avec tout ce champ de recherche sur les buts d'accomplissement, ça s'appelle, eh bien, c'est que ça a été démontré scientifiquement que les enseignants qui favorisent la coopération, qui favorisent le travail plaisant, qui favorisent les défis et les challenges, les enfants vont avoir tendance à développer des buts de performance et vont vouloir réussir parce qu'ils vont être guidés et accompagnés. Cependant, les enseignants qui vont opter pour de la compétition, beaucoup de jeux compétitifs qui vont laisser, par exemple, les élèves travailler seuls souvent, ça va favoriser la comparaison entre les pairs et donc, les enfants vont opter pour des buts de performance, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer dans des activités seulement s'ils ont l'assurance de réussir. Et donc, ils vont choisir des activités faciles. Alors, c'est important de noter ici que dans ces buts, il y a aussi des buts d'évitement, c'est-à-dire l'enfant qui va adopter des buts pour l'éloigner de la tâche. Il va déranger les autres, il va se déconcentrer, il va même à l'adolescence trouver des excuses préalables à l'échec d'un examen, par exemple, que l'on appelle les stratégies d'auto-handicap. Eh bien, ces buts d'évitement-là naissent de l'impact négatif que peut susciter l'échec chez ces enfants-là. Donc, ce n'est pas l'échec en soi qui est un problème, mais c'est la perception que les autres vont avoir de cet élève qui est un problème. Donc, des adolescents vont trouver toutes sortes de raisons pour justifier qu'ils n'ont pas réussi telle ou telle tâche pour justement dévier l'attention des autres. Et les enfants qui adoptent souvent des buts de performance et qui sont beaucoup dans la compétition, dans la performance, dans l'anxiété, vont avoir tendance à vivre ce genre de comportement d'évitement beaucoup plus que les enfants qui font les choses pour progresser et parce qu'ils sentent qu'ils vivent de la fierté et qu'ils sont vraiment accompagnés dans ce progrès. On ne cherche pas du tout à les comparer. Donc, ça peut être très présent dans nos sociétés d'être dans l'anxiété de performance, de performer, d'être le meilleur du meilleur du meilleur. Ça ne sert pas tout le monde et ça peut être très nuisible pour beaucoup. Donc, et l'évaluation a un aspect extrêmement important là-dedans, c'est que l'évaluation, ça peut décourager. Trop évaluer un enfant, ça va le décourager éventuellement parce que ça va lui renvoyer une image de lui-même qui n'est peut-être pas celle qu'il mérite. Par la suite, bien, tout ça va changer, va être influencé par les croyances, ses perceptions et comment il perçoit les gens autour de lui. Donc, s'il perçoit son enseignant comme quelqu'un de bienveillant, d'aidant, eh bien, ça va l'aider à avoir de meilleures représentations, une meilleure image de lui et de se risquer d'adopter pour des buts. Par contre, si vis-à-vis d'une personne qui le dévalorise, qui lui montre des représentations fausses de lui, ça va avoir l'effet contraire. Et puis, tout ça, évidemment, est influencé à plus long terme, beaucoup plus stable. Toutes les caractéristiques du milieu, les valeurs sociales et culturelles vont influencer, mais de beaucoup plus loin, mais sont là, sont permanentes et sont présentes. Ses rendements passés et ses croyances par rapport au comportement de ses parents, de ses enseignants aussi, va influencer tout ça. Donc, c'est un modèle assez complet. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'un enfant motivé, c'est un enfant qui a des bonnes attentes de succès et qui accorde de la valeur à ce qu'il fait, qui est outillé pour réussir. Donc, voilà pour cette partie sur la motivation. Tout ça pour terminer sur quelque chose de très important, c'est les besoins psychologiques de l'enfant. Toutes ces théories de la motivation sont autour d'un fait que les enfants, tout adulte, a des 3 besoins psychologiques fondamentaux, qui est le besoin de compétence, de proximité sociale et d'autonomie. Et si ces besoins ne sont pas nourris, il n'y aura pas d'attente de succès, il n'y aura pas de valeur accordée à l'apprentissage, il n'y aura pas la possibilité de mobiliser ses ressources. Et donc, du coup, l'enfant ne va pas bien s'engager dans la tâche. OK? Donc, ça fait en référence à un projet de recherche que l'on mène ici à Singapour qui s'appelle le projet PROMOB.
C'est un projet de recherche-formation que je co-dirige avec Damien Tessier de l'Université de Grenoble et on forme les enseignants à mieux nourrir ces 3 besoins fondamentaux, psychologiques fondamentaux, à travers des pratiques pédagogiques qui aident ces besoins, comme donner du choix pour le besoin d'autonomie, de donner des stratégies efficaces et d'expliciter comment on apprend pour le besoin de compétences, ou bien d'avoir une attitude positive, de s'intéresser à l'élève, de lui dire bonjour, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, de lui demander ce qu'il aime, ce qu'il aimerait apprendre, etc., pour ses besoins de proximité sociale et conscientisation de ses émotions du moment pendant la situation d'apprentissage. Donc, voilà pour cette partie sur la motivation et nous allons terminer en 10 minutes sur qu'est-ce qui a changé concrètement, en fait, dans les classes et qu'est-ce qui est encore en train de changer. Alors, comme je vous le rappelle, ce n'est pas faire table rase de tout ce qui existait avant, mais c'est bien de contextualiser, de mettre à jour, basé sur la recherche, les résultats de recherche, ce qu'on sait de ce qu'est apprendre, enseigner et évaluer. Donc, dans cette façon de voir, on est dans un paradigme de l'apprentissage. Hein? Aujourd'hui, on essaie de se situer dans un enseignant qui montre, qui sait et qui guide. Alors, j'ai pris le personnage de Yoda parce que je trouvais que c'était représentatif de ce modèle-là. Et puis, le professeur Tournesol, lui, il est tout seul. Il aime bien parler, pas toujours écouter et il aime beaucoup transmettre ses savoirs. Et donc, on va regarder dans ces deux perspectives-là, ces 2 visions différentes de voir l'éducation, celle qui était plus autrefois et le paradigme de l'apprentissage qui est celle d'aujourd'hui. Les enseignants, l'Éducation nationale de France, comme le ministère de l'Éducation du Québec, comme plein d'autres systèmes éducatifs, vont dans cette direction-là, vont dans un paradigme que l'on peut aussi appeler de la transaction. On échange des choses avec les élèves, on collabore. L'autre, c'est la transmission. On transmet des choses, on transmet des savoirs. Donc, alors, qu'est-ce qu'apprendre? Donc, quand j'ai marqué PE, c'est paradigme de l'enseignement et PA, c'est paradigme de l'apprentissage. Donc, dans un paradigme de l'enseignement, on cherche à acquérir des connaissances, des savoirs, à faire des associations. Tandis que dans l'autre, celui d'aujourd'hui, on cherche à développer des compétences. Alors, une compétence, c'est quoi? C'est un savoir-agir, c'est lire, écrire, raisonner, calculer. C'est quelque chose de complexe qui se développe sur une quinzaine d'années. C'est pour ça que les programmes de l'Éducation nationale de France, par exemple, sont bâtis par compétences. On peut voir au cycle 2, au cycle 3, au cycle 4, les mêmes 4 compétences en français qui sont lire, écrire, comprendre le fonctionnement de la langue et communiquer oralement. Elles sont présentes les 4 pendant les 3 cycles, mais elles sont définies différemment. Elles évoluent dans le temps, mais un enfant, il apprend à communiquer oralement dès qu'il naît. Il écoute, il fait des balbutiements. Et il est dans un stade de développement de sa compétence d'expression orale jusqu'à l'âge adulte. L'objet d'apprentissage dans une approche plus tournesol, c'est des savoirs, savoir faire un calcul, savoir conjuguer tes verbes, savoir être aussi des fois, certaines attitudes. Et ça se traduit en objectif d'apprentissage. Aujourd'hui, on pense plus que l'enfant va utiliser tout plein de ressources internes. Il va utiliser ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, mais il va aussi utiliser l'ordinateur, il va aussi utiliser les autres pour co-construire ses savoirs et démontrer qu'il sait lire, qu'il sait raisonner à travers une tâche plus complexe. Qu'est-ce qu'apprendre? C'est aussi pour l'élève, autrefois, c'était être passif. J'écoute, j'exécute. Je fais des choses qui sont souvent décontextualisées. Rappelez-vous combien de calculs vous avez fait, d'algèbre, de conjugaison sur des fiches. Et puis, tout ça, c'était après, peut-être pour juste passer un examen sur comment on conjugue un verbe. Ce n'était pas toujours
intégré dans une situation complète d'écriture ou complexe d'écriture. Donc, l'apprentissage, il est actif aujourd'hui. On veut que les enfants cherchent, régulent, réfléchissent, expliquent comment ils ont fait. Et puis, les attitudes attendues, dans une approche plus de l'enseignement, on était beaucoup dans de la compétition et de la comparaison, d'où les scores sur 20, les rangs, etc., qu'on abandonne graduellement dans le système français. En 6e, en 5e, certaines écoles sont passées à des bulletins sans notes, avec des appréciations. C'est pour aller dans cette direction-là. Et ça déstabilise peut-être beaucoup d'entre vous qui ne comprenaient pas ce mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on fait l'intervention de ce soir. Aujourd'hui, on cherche plus à être dans la coopération et en s'entraider. Et puis, qu'est-ce qu'enseigner? Autrefois, puis parfois encore aujourd'hui, enseigner, c'est transmettre des connaissances. Et aujourd'hui, c'est faire apprendre, soutenir, guider. Et puis, l'enseignant, lui, avant, il était un orateur, un expert. Il n'y avait que lui qui savait. Il n'y avait pas Internet, il fallait qu'il sache tout. Il fait des démonstrations, des entraînements sont privilégiés. Et puis aujourd'hui, l'enseignant, en plus d'être un expert, on regarde ce qui était bon avant, en plus d'être un expert, d'être capable de démontrer, il est un médiateur, il guide, il donne des tâches complexes, il se rapproche des enfants pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, pour leur permettre de réaliser des tâches qui sont authentiques. Des tâches authentiques, c'est de planifier une excursion avec ses élèves, d'écrire un texte argumentatif, ce sont des tâches authentiques, de préparer un exposé, ce sont des tâches authentiques, de construire une maquette en 3 dimensions d'un château fort parce qu'on travaille sur le récit fantastique. Ce sont des tâches authentiques. Et puis, enseigner, les activités, on va favoriser les activités de compréhension et d'entraînement avant. Tournesol, c'est ce qu'il ferait. Tandis que Yoda, lui, il s'occuperait plus de faire des tâches coopératives à travers des projets, des ateliers. Alors, on va continuer à pratiquer la grammaire et tout ça, mais dans le but de rédiger un texte plus tard sur un sujet en particulier. Par exemple, si on apprend le passé, l'imparfait ou le passé composé ou le passé simple, puis on veut travailler le récit fantastique, on va pratiquer, on va s'entraîner sur les temps de verbe, mais dans le but de composer notre histoire fantastique au passé. Il était une fois. Et ça ne sera pas détaché et décousu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on tente de faire à l'école. Et puis, les regroupements d'élèves. Avant, on était assez tout seul. Les classes étaient très homogènes. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les classes sont très homogènes. Il y a des élèves à Singapour, par exemple, qui ne parlent pas français ou peu, qui sont intégrés dans des classes régulières, qui sont retirés pour avoir des cours de FLSCO. L'enseignant, aujourd'hui, parle à ses collègues autour d'un élève pour essayer de voir comment on peut l'aider. L'enseignant n'est pas le seul responsable de l'élève, il y a les autres enseignants qui sont responsables aussi de l'élève, si on veut se concentrer sur la motivation. Et puis, évaluer. Évaluer, ça a beaucoup changé. L'évaluation, avant, elle était formative, puis on avait un examen à la fin de l'année, puis boum, voilà. Tu as réussi l'examen, c'est bon. Tu n'as pas réussi l'examen, too bad. L'examen mesurait les connaissances, souvent, dans l'intérieur d'une seule discipline. Les réponses étaient connues, c'est des choses prévisibles. On étudiait des savoirs, puis on essayait en fait de les recracher, de les redonner après. OK? Et puis, l'examen ou l'évaluation était fixe dans le temps et tout le monde avait la même durée de temps pour faire le travail ou l'examen. La preuve de réussite, c'était la quantité et la qualité des connaissances seulement. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que l'évaluation se fasse en continu tout au long du cycle. Alors, dans l'Éducation nationale de France, il y a 4, voire 5 cycles, cycle 1 jusqu'à 4, et puis le lycée qui serait le cycle 5. On donne 2, 3 ans à un enfant pour répondre aux attendus de fin de cycle. Donc, on n'est plus dans une perspective de redoublement non plus. On essaie de proposer aux enfants des tâches complexes. Par exemple, construire quelque chose pour travailler les solides. Alors, tu vas construire ta chambre de rêve avec des solides.
eh bien, il va mobiliser toutes ses connaissances pour construire des solides, pour représenter la chambre de ses rêves. Et comme ça, il va réinvestir, il va transférer ce qu'il a appris des exercices qu'il aura fait en classe. Donc, la preuve que l'on cherche ici pour l'évaluation, c'est est-ce que l'élève a été capable de retenir ce qu'il a appris et de l'appliquer dans une situation de la vie de tous les jours, dans une situation authentique. Les enfants peuvent faire des tonnes et des tonnes de fiches de conjugaison et avoir toujours tout bon. Et lorsqu'ils viennent à écrire un texte, eh ben, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas transféré, ils n'ont pas réappliqué ce qu'ils ont appris. Donc, on ne peut pas dire que leur compétence s'est améliorée, on peut dire que leur savoir est bon, que leur savoir-faire est bien, mais qu'il y a quelque chose qui manque pour le mobiliser, pour s'en rappeler. Donc, il faut faire d'autres tâches comme ça. Voilà. Et puis, dernière chose, ben, le bulletin était noté avant. Alors, ce l'est encore peut-être pour certains cycles supérieurs, mais généralement, surtout à l'élémentaire, on possède par des appréciations, par des codes de couleurs, avec un descriptif. Et l'enseignant écrit comment il perçoit l'élève dans le développement de la compétence en soi, et non pas dans chacun des savoir-faire qu'on a entraîné l'élève, sur lesquels on a entraîné l'élève. Et puis, l'élève, ben, lui, il retransmet ses connaissances et ses habiletés autrefois de manière formelle et souvent décontextualisée dans son examen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on tend plus à réaliser des tâches complexes et authentiques pour que l'enfant mobilise tout ça, s'évalue, porte un jugement sur ce qu'il a fait pour pouvoir réussir la tâche. Et ce n'est pas tellement la réponse qui est importante, mais toute la démarche que l'enfant aura eue pour réaliser cette évaluation. Donc, en somme, pour terminer, eh bien, je voudrais mettre l'emphase sur notre ministre, M. Blanquer, qui a publié en 2014, je crois, un énoncé politique très important pour l'école de la confiance. Et ça amène un changement important dans l'Éducation nationale de France, où la motivation et la confiance en soi vient prendre une place prédominante dans l'éducation. On veut que chaque enfant trouve sa place dans l'école de la France et que chaque enseignant puisse être capable de l'accompagner. Ce qui est important aussi de retenir à travers cette présentation, c'est que les émotions, c'est important. Comment la personne se sent, comment votre enfant se sent, c'est très important. Donc, accueillir l'émotion de ses enfants, l'aider à les réguler, c'est aussi ce qui va l'aider à libérer une certaine anxiété pour qu'il puisse accorder de la valeur et retrouver ses ressources. Puis, apprendre, enseigner et évaluer, c'est en constante évolution. Ce que je vous ai présenté ce soir, certains enseignants le font super bien, d'autres ont plus de difficultés parce qu'ils commencent dans la profession. Mais l'important, chers parents, c'est de savoir que les enseignants et les parents ont le même but. C'est que les enfants réussissent et se sentent bien à l'école et qu'on est dans la même équipe. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que la qualité de la relation entre l'enseignant et les parents des élèves est cruciale pour le bon développement de l'enfant, pour lancer des messages qui sont uniformes, qui sont les mêmes et qui vont vraiment servir l'enfant. Donc, rapprochez-vous de votre enseignant pour mieux savoir comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça, quelles sont ses attentes pour bien guider votre enfant dans sa réussite scolaire. Et puis, évaluer. C'est surtout évaluer par rapport à soi-même qui est important. Il faut arrêter de comparer avec les autres, avec le voisin d'à côté, l'ami d'à côté, lui, il fait mieux ça que moi. Il faut arrêter ça aussi dans le jugement des enfants. Il faut les aider à avoir ce raisonnement du not yet, pas encore, j'y suis pas encore. La coopération est très importante dans tout ça. Il y a une psychologue française, dont je me souviens plus de nom, attendez, j'ai noté ça, Madame Guéguin, qui est une psychologue française, qui a expliqué que le cerveau se développe mieux lorsqu'on coopère et l'empathie se développe aussi beaucoup plus facilement. Et donc, si on développe son cerveau plus facilement en coopérant et on a plus d'empathie, on va mieux travailler ensemble. Et c'est ce qu'on veut faire pour former nos jeunes au 21e siècle, c'est qu'ils puissent travailler ensemble avec les technologies
et à distance probablement. Donc, les technologies en soi, chers parents, c'est quelque chose qui est très bon pour la motivation des élèves. Ils veulent utiliser les technologies. Les usages, on en parlera la prochaine fois. Quels sont les bons usages? Quels sont les avantages des technologies? Les limites des technologies? Quelles sont-elles? Il y en a. Mais en gros, on parle souvent de l'exposition des écrans. C'est pas tant l'écran le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. C'est pas tant le temps qu'on passe devant les écrans, mais quelle est la relation que l'enfant a avec une autre personne devant cet écran? Ça, c'est aussi très important. Mais évidemment, il faut minimiser l'exposition aux écrans pour les plus jeunes, ça c'est certain. Je vous en parlerai la prochaine fois avec la méthode 3-6-9-12 que vous connaissez peut-être. Donc voilà, chers parents, ça a été peut-être un petit peu plus long que prévu. J'en prévois toujours un petit peu trop. Je vous remercie. Je tiens à remercier infiniment le groupe scolaire Jacques Chirac via Madame la proviseure et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui me donne une chance incroyable que je n'aurais jamais osé. Je ne savais même pas que ça existait quand j'enseignais au Québec, qu'il y avait ça. Et ça fait 10 ans, même 12 ans presque, que je travaille pour des établissements avant à Shanghai comme conseiller pédagogique, où j'ai eu la chance de connaître votre chef d'établissement précédent et que j'ai eu comme directrice à Singapour Madame Claude Morbelli, qui était aussi votre directrice. Donc, des gens fantastiques, une chance incroyable que j'ai eue grâce à l'EFE, aux inspecteurs, aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour cette expérience hors du commun. J'aurais jamais pensé pouvoir faire une conférence au Maroc à distance. C'est incroyable. Merci infiniment pour votre attention. Et puis, on peut prendre des questions. On vous invite au prochain webinaire qui aura lieu le 19 mars sur les technologies. Et puis, je vous invite à scanner ce QR code maintenant pour répondre à un court sondage pour évaluer cette présentation et m'aider-moi à m'améliorer et aider le groupe scolaire Jacques Chirac aussi. Alors voilà, Madame la proviseure, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation qui était vraiment très claire, très passionnante, qui éclaire aussi la façon dont nous travaillons au groupe scolaire Jacques Chirac. Avant que tout le monde parte, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat et vous pouvez aussi activer les micros et poser les questions directement à Monsieur Bernet. Nous avons aussi remis le lien vers le sondage de satisfaction dans le forum de discussion. Et donc, vous l'avez sur le QR code, via le QR code, ou bien dans le forum de discussion. Donc, si vous voulez prendre la parole, il vous suffit d'activer les micros et vous pouvez poser des questions en direct. Allez-y, n'hésitez pas. Je vais devenir bientôt sénile à me parler tout seul comme ça pendant 70 minutes. Donc, j'aimerais bien interagir. Ce serait bon pour mon besoin de proximité sociale. Donc, posez vos questions, chers parents. Allez-y, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous démotiver. Vous pouvez le faire par écrit ou par oral. Bon. Pas de questions. C'est un propos qui est quand même assez dense, hein, assez riche et qui amène peut-être aussi à réfléchir et puis peut-être à poser des questions plus tard. Peut-être ce qui pourrait aider, c'est de réfléchir. Peut-être ce qui pourrait aider, c'est de réfléchir à votre enfant et de me poser une question le concernant, qui vous intrigue, qui vous questionne. Alors, il y a une question quand même dans le chat. Ah. Quelle difficulté à gérer un groupe avec des enfants en difficulté et des enfants avancés? Eh bien, c'est une très bonne question.
Les groupes maintenant sont hétérogènes. Donc, effectivement, on peut avoir des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement et d'autres qui sont extrêmement scolaires et qui réussissent bien dans ce mode de fonctionnement. Eh bien, l'enseignant est formé, hein, on le forme à travers les stages de l'agence et les stages que peut-être que le groupe scolaire Jacques Chirac fait pour l'aider à différencier, pour l'aider à travailler, à changer sa posture, à travailler en atelier, à travailler par projet. Donc, du coup, l'enseignant est beaucoup plus disponible pour se rapprocher des enfants qui ont des difficultés et les aider à les surmonter. Et il est aussi beaucoup plus disponible pour les enfants qui ont de la facilité et qui s'ennuient peut-être pour leur donner plus d'enrichissement parce qu'il n'est plus au centre de l'attention avec son contenu à transmettre. Il est dans la transaction. Donc, il va essayer d'aider les autres et va créer des dispositifs dans la classe pour que les enfants puissent échanger, participer, noter ensemble avec ou sans les technologies. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que oui, ça a répondu. Question suivante. Quel est le degré de prise de conscience des professeurs du groupe scolaire Jacques Chirac de ces concepts et compétences? Alors là, je vais plutôt répondre Madame Selle ou moi. Je commence et puis à ce moment-là, on complétera. Les professeurs du groupe scolaire Jacques Chirac, ils ont été recrutés dans cette logique-là. Ce sont des professeurs formés à l'enseignement français et l'enseignement français s'appuie vraiment sur tout ce qui a été présenté par M. Bernet dans la conception de l'apprentissage et de l'élève acteur de ces apprentissages. Donc, tout ce que quand vous vous déplacez, si vous avez l'occasion un jour de voir les salles de classe de l'école primaire, vous verrez que les élèves sont mis en atelier, en activité, qu'on développe leur autonomie, la coopération. Donc, vraiment, tout ce qui a été dit par M. Bernet peut même se constater physiquement et effectivement, notre enseignement repose sur tous les principes qui ont été édictés. Marielle, tu veux compléter? Oui, je dirais simplement que ces concepts et compétences sont au cœur effectivement de l'école primaire déjà depuis de nombreuses années. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté pour l'enseignement français. Et pour le groupe scolaire Jacques Chirac, c'est quelque chose qui est au cœur des réflexions des enseignants tous les jours, au cœur de nos réflexions de formation et qui est nécessité pour le bien-être de tous. Alors, quel est le rôle de la motivation de l'élève pour la réussite de l'enseignement à distance? Eh bien, dans un contexte d'enseignement à distance, en fait, c'est exactement le même concept psychologique, le même processus, la motivation étant un processus. En enseignement à distance, il faut aussi que l'élève y accorde de la valeur à ce qu'il va faire, se sente capable de le faire. Donc, évidemment, ce contexte est arrivé comme un cheveu sur la soupe, si je peux le dire ainsi. Donc, tout le monde était un peu au dépourvu au début. Alors, à Singapour, on n'a pas eu beaucoup de temps d'enseignement à distance. Au Maroc, peut-être un petit peu plus. Mais évidemment, tout le monde a appris énormément à travers ce contexte, les enseignants comme les enfants et comme les parents, j'en suis certain. Donc, c'est certain que le dispositif étant nouveau, ça a créé des instabilités et des difficultés pour tous, mais l'important, c'est que tous ensemble, on a pu les surmonter avec l'aide de vous, chers parents, des enseignants et des élèves aussi qui se sont portés au jeu et qui ont vraiment, par moments, été très motivés à mesure que l'enseignant apprenait à mieux utiliser les technologies, à faire des salles Zoom, par exemple, peut-être qu'il ne savait pas au départ, à faire discuter les élèves entre eux. Au début, ça pouvait peut-être paraître un petit peu comme je vous fais aujourd'hui, mais avec le temps, ça s'est transformé. Et donc, je suis certain que la motivation des élèves s'est améliorée pour l'enseignement à distance. Mais c'est certain qu'il y a des études en ce moment qui sont encore pas très claires, qui montrent un certain impact sur les relations sociales, sur l'intérêt pour l'école. Il y a une étude récente qui a été publiée par Jonathan Smith, un collaborateur à moi de l'Université de Sherbrooke, qui a été faite pendant la pandémie
et qui a démontré que les enfants, en fait, avaient encore plus l'intérêt pour l'école après les premières périodes d'enseignement à distance. Ils avaient hâte de retourner à l'école et d'apprendre avec leur enseignant en salle de classe. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup selon les contextes, madame. Et puis, j'espère que votre enfant s'est amélioré dans sa motivation en enseignement à distance et aussi à l'école. Alors, encore une question autour de la motivation. Est-ce que la motivation pour l'apprentissage des langues est différente de la motivation pour les mathématiques, par exemple? Oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce modèle que je vous ai présenté, le modèle attente et valeur, c'est un modèle qui est lié à une discipline. Donc, lorsqu'on fait des projets de recherche sur ce modèle, on va poser des questions liées à la discipline à l'élève. J'ai du plaisir à apprendre les mathématiques. J'ai du plaisir à apprendre. Ici, c'était, pardon, j'ai oublié, c'était les langues. Les langues. J'ai du plaisir à apprendre le mandarin pour Singapour ou l'arabe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la discipline. Un enfant ne va pas avoir la même attente de succès et la même valeur accordée à l'apprentissage, que ce soit en mathématiques, en français, en sciences, etc. Donc, c'est vraiment, faut vraiment se poser toutes ces questions-là pour chacune des disciplines que votre enfant, sur lesquelles votre enfant travaille. Existe-t-il des guides pour les parents pour bien suivre vos conseils, M. Bernier, ou des formations? Des guides pour les parents. Il y a un livre que je connais qui a été écrit par Roland Villot sur la motivation à apprendre pour les parents. Ça date, c'est un livre qui doit dater de 1995 ou 94. Il faudrait que je retrouve la référence. Je pourrais l'envoyer à Madame la proviseure et je pourrais aussi, pour vous, ça me fera plaisir d'essayer de chercher des outils pratiques pour vous aider. Lors du prochain webinaire, on fera un retour sur la motivation très rapide et je vous présenterai un outil. Alors, pouvez-vous développer le volet des besoins psychologiques chez l'élève en proposant des exemples de pratiques pédagogiques? Ben, c'est un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je peux essayer d'aller un petit peu plus loin. Je viens de donner une formation justement hier de 4 heures sur le sujet, donc c'est un peu plus frais. Mais en gros, pour satisfaire le besoin de compétences d'un enfant qui apprend, ben, l'important, c'est qu'il y ait des attentes claires, des objectifs d'apprentissage clairs. L'enseignant définit clairement qu'est-ce qui va se passer dans la situation d'apprentissage et nomme les outils qui vont être utilisés et explicite les outils cognitifs qui vont être utilisés, les savoir-faire, des stratégies cognitives de traitement de l'information, tout ça. Donc, tout ça va aider à améliorer le sentiment de compétence, le besoin de compétence de l'enfant. Pour ce qui est du besoin d'autonomie, l'important, ça va être de donner du choix à l'enfant. Ça va être essentiellement ça. Et la posture de l'enseignant est extrêmement importante pour ce besoin d'autonomie. En fait, l'enseignant qui se met dans une posture pour guider l'enfant, lui donner des conseils, à ce moment-là, cet enfant-là va être capable de voler de ses propres ailes beaucoup plus facilement. Si face à un problème, l'enseignant se rapproche de lui et le questionne sur ses difficultés et lui apporte des petites aides par rapport à ça. Et puis, pour le besoin de proximité sociale, tout ce qui est important, c'est la qualité de la relation avec l'enseignant. En fait, un enseignant qui est bienveillant, qui s'occupe des émotions de ses enfants. Alors, je vous sens pas tout à fait disponible, là, les amis, pour faire des mathématiques. On va peut-être faire un petit stop feel go. On va arrêter. On va prendre 3-4 grandes respirations et on va essayer de réfléchir comment on se sent. Ou on va peut-être faire un baromètre corporel. On va monter les bras en haut comme ça si tout est fantastique. Je me sens top. Comme ça si je me sens moyen. Ou en bas si je me sens complètement abattu et pas en forme. Et l'enseignant va prendre le temps d'en discuter avec ses élèves avant d'aborder son contenu. Il va peut-être l'ajuster aussi. Du coup, ça va améliorer la qualité de la relation avec l'enseignant et d'aller voir les élèves, de se rapprocher d'eux, de se mettre à leur niveau, de parler avec un ton bienveillant et inconditionnel. Ça aussi, ça va aider énormément le besoin de proximité sociale. Alors, j'espère que j'ai développé. Je ne peux pas développer plus que ça, parce que ça va être trop long. Et ça a répondu aussi à une autre question qui était est-ce que la motivation des élèves dépend de l'attitude du professeur en classe? Donc, ça rejoint Parfait. cet aspect-là.
Alors, Mais pas que. J'aimerais préciser que les enfants vont attribuer leur succès et leurs échecs à des causes qui ne sont pas nécessairement internes des fois, qui sont aussi externes. Mon prof, il est con. C'est pour ça que je suis pas bon en mathématiques, en français. C'est externe. Donc, l'enseignant peut être bienveillant, mais si l'enfant, dans ses représentations à lui, son succès, ça dépend de l'autre, même si l'enseignant a toutes les bonnes intentions, ça ne va pas fonctionner. Donc, on doit essayer d'amener les élèves à définir les causes de leur succès et de leurs échecs à des modalités internes, comme l'effort, et modifiables, comme les stratégies que j'utilise et les habiletés que je développe. Alors, on continue avec les questions. Pour les enfants amenés à changer d'école, de système scolaire et de pays, y a-t-il un mode d'emploi pour garder la même motivation et le même rythme d'apprentissage? Je ne pense pas qu'il y a un mode d'emploi. Je pense que cependant, la plupart des systèmes éducatifs ont les valeurs que je vous ai exposées présentes dans leurs écoles, certaines valeurs plus que d'autres. Ça va vraiment dépendre de la personnalité de votre enfant. Certains enfants se scolarisent très bien dans le système français et d'autres se scolarisent pas bien dans le système australien, par exemple, ou dans d'autres systèmes. Ça va vraiment dépendre des valeurs familiales que vous avez, culturelles, et aussi votre enfant, comment il se sent là-dedans. Mais non, il n'y a pas de mode d'emploi pour passer d'un système à l'autre. Mais ce dont vous pouvez être certain, c'est que si votre enfant a développé des outils cognitifs, des croyances motivationnelles bonnes, des bons outils, des bonnes croyances, ben, il va être capable de s'adapter. Parce que tout ça, l'engagement, l'adaptation, ben, c'est les résultats d'une bonne motivation et de 3 besoins psychologiques fondamentaux bien satisfaits, c'est qu'un élève va s'adapter, peu importe la situation, il va croître et il va prendre le meilleur de cette nouvelle situation s'il est dans un état d'esprit incrémentiel et si vous l'êtes aussi. Alors, ça rejoint une des questions qui est posée. Est-ce qu'un enfant qui a des troubles d'apprentissage et qui est dans le système marocain et qui entre dans le système français en 6e, peut-il rattraper? S'il aime travailler, est-ce qu'il peut rattraper? Ben, oui, certainement. Si ces difficultés sont liées aux mathématiques, au français, à l'art ou à d'autres, n'importe quelle discipline, évidemment, les enseignants dans les écoles françaises de l'AEFE sont hautement formés pour aider les enfants et les accompagner à travers leurs difficultés. Et peut-être que justement de changer de contexte, de façon d'apprendre va peut-être correspondre davantage à votre enfant. Peut-être pas. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais c'est d'où l'importance de la relation école-famille, de l'encadrement que vous allez donner, de la conscience que vous allez avoir des méthodes qui sont prônées à l'école Jacques Chirac. Tout ça, cette qualité de relation-là entre l'école et la famille, c'est ça qui va vraiment aider le plus votre enfant à s'adapter dans un nouveau contexte avec votre soutien à la maison également. En tout cas, nous avons déjà intégré au groupe scolaire Jacques Chirac des enfants qui venaient du système marocain à tous les niveaux et qui ont été en réussite, ou en tout cas en progrès dans notre établissement. À votre avis, est-ce que les enseignants sont assez renseignés et savent gérer une classe avec des troubles du comportement du type hyperactivité? Ont-ils tous les outils pour les gérer? Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ben, il est certain que les élèves qui ont des difficultés spécifiques, comme certains troubles d'apprentissage ou de comportement, comme des élèves dysphasiques ou des élèves qui ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Évidemment, ces enseignants-là, lorsqu'ils reçoivent un élève, généralement reçoivent l'aide d'un spécialiste, d'un enseignant spécialisé qui est à l'école et qui va les conseiller, les aider, les outiller à intégrer cet enfant. Les enseignants de classe ou de discipline ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des spécialistes des troubles de l'apprentissage, mais ça fait partie de leur formation initiale de connaître ces troubles et de se rafraîchir la mémoire et de s'auto-former ou d'aller à des formations que l'AEFE donne aux enseignants chaque année sur l'intégration des élèves en difficulté.
Alors, nous avons au sein du groupe scolaire Jacques Chirac un enseignant référent école inclusive aussi, qui accompagne les projets individuels des élèves qui ont des besoins particuliers et qui aussi accompagne la formation continue des enseignants sur ce sujet-là. Comment initier et maintenir une bonne relation entre professeurs et élèves? Déjà, au début de l'année, quand l'année commence, personnellement, avec mon expérience, j'ai toujours trouvé que de demander à mes élèves quelles étaient leurs attentes envers moi, c'était très, très important. Que les élèves définissent leur professeur idéal, ce serait quoi? Et on partait de là pour que moi, je puisse leur dire mes attentes et comment je travaille et qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs. Donc, je pense qu'au début de l'année, tout ce qui est du cadre, c'est extrêmement important. Les enseignants sont formés en enseignement moral et civique à justement instaurer des règles de vie, co-construire les règles de vie dans la classe et le cadre de travail pour que ce cadre facilite les apprentissages et le travail en coopération et dans le bien-être, et qu'on ne soit pas dans la compétition ou dans le dénigrement des autres ou dans la comparaison. Donc, je pense qu'au début de l'année, c'est très, très important. Puis tout au long de l'année, je pense que c'est important de dire comment on se sent, de demander aux élèves comment ils se sentent, que le prof dise comment il se sent aussi. On a tous une vie à l'extérieur de l'école et il y a des moments où c'est plus difficile. On a tous nos dynamiques affectives aussi en tant qu'adultes et enfants et on réagit avec qui on est. Et être prof, c'est peut-être le plus beau métier du monde, mais c'est un métier extrêmement demandeur. Et comme on a vu dans la petite vidéo tout à l'heure, la madame, elle va peut-être se faire un petit burn-out. Les enseignants, vous savez, c'est une des populations les plus exposées à la dépression, comme les infirmiers et les autres personnels qui sont en interaction avec des êtres humains. Donc, c'est très, très important de prendre soin de soi. L'enseignant prend soin de lui et va être capable de prendre soin de ses élèves aussi. Merci. Pas d'autres questions? J'aurais aimé entendre des voix, j'aurais aimé entendre des gens parler. Personne n'ose prendre la parole ou c'est non, mais voyons. Même technique. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien, bonjour, je suis Yves Martel, est-ce que vous m'entendez? Ah, bonjour Yves. Monsieur Bernet. Donc, je me permets de redire, tu l'as évoqué tout à l'heure, que nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai vraiment beaucoup apprécié que nous puissions partager ce temps au bénéfice de nos parents d'élèves et éventuellement des enseignants. Il y en a peut-être qui sont avec nous en ce moment. Si tu me permets, je voudrais... Tu connais mon sens de la formule et j'ai une formule que j'essaie d'utiliser et de rendre vivante et efficace de la maternelle au lycée en ce qui concerne la façon d'enseigner, mais surtout la façon de vivre à l'école, essentiellement pour les élèves. On est passé en quelques années d'une école où on s'exerce à une école où l'on produit des contenus variés, une école où on vit. Et ça, c'est dans tous les domaines que tu as évoqués, que ce soit de l'ordre des émotions, que ce soit de l'ordre des savoirs, que ce soit de l'ordre des compétences en général. Il est devenu, à mon avis, fondamental de faire prendre conscience aux enfants, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau, qu'ils sont en mesure de produire des contenus qui leur appartiennent, qui ont une valeur, à leurs yeux, évidemment, en premier, mais aussi aux yeux d'un public plus large. Cela consiste dans cette formule toute simple, la mise en valeur des productions des élèves. Cette formule-là contient, à mes yeux, ou en tout cas dans mon esprit, tout ce que tu viens d'évoquer. J'ai énormément apprécié les références scientifiques que tu apportes à ton discours et j'attends beaucoup de la prochaine présentation, du prochain webinaire, parce que j'ai beaucoup de questions sur les technologies. Merci beaucoup, Emmanuel. La pression est haute. Merci beaucoup, Yves. Oui, effectivement, donner de la valeur à ce que les élèves font, c'est très, très, très important.
de présenter ce qu'ils font. Et c'est en fait aussi l'école d'aujourd'hui, c'est que les élèves font des productions, on met un peu partout dans l'école et qui sont valorisées, qui sont vues, qui sont commentées. Et ça, c'est fantastique. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a demandé la parole aussi. On va prendre une dernière question parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Madame, voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Bernet, pour votre intervention. Ça fait plaisir. En fait, ma question porte sur l'attitude du professeur en classe, du fait qu'aujourd'hui l'enseignant bien évidemment ne choisit pas ses élèves, donc en début d'année il se retrouve avec un groupe d'élèves où le niveau est différent, les attentes sont différentes, et donc aujourd'hui est-ce que vraiment l'enseignant est outillé pour pouvoir gérer des niveaux différents, des attentes différentes. Donc, on trouve des élèves qui arrivent à assimiler rapidement, d'autres un peu moins. Mais in fine, mis à part comment il va se comporter lui, il y a aussi l'attente des enfants. Donc, les enfants qui assimilent rapidement, donc peut-être ils vont s'ennuyer, donc ils vont terminer vite et ils vont attendre que leurs copains et copines arrivent à assimiler la leçon. Donc, comment est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui qui permettent à tous les élèves de trouver ce qu'ils veulent en classe, c'est-à-dire ne pas s'ennuyer pour ceux qui sont très rapides et assimilent rapidement, et pour ceux qui le sont moins. Donc, comment on peut les amener peut-être à assimiler plus pour avoir une homogénéité dans la classe? Ben, l'homogénéité dans la classe, c'est pas la finalité. C'est pas d'avoir une homogénéité dans la classe. C'est de profiter de l'hétérogénéité qui est importante déjà, des forces et des difficultés de tous pour qu'on puisse tous apprendre ensemble. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'enseignant qui est dans une posture de l'apprentissage, un peu comme Yoda, ben, il est dans sa façon de voir son rôle, il est plus un guide. Il va s'approcher des élèves, il va essayer de les aider et il va structurer, là, si je comprends bien votre question, vous voulez que j'aille un petit peu plus loin dans comment ça se passe dans la classe. Bien, dans la classe, en fait, l'enseignant va peut-être faire des ateliers au choix, rotatifs. Il va peut-être faire un projet dans lequel les élèves vont travailler sur certaines parties du projet et quand ils auront terminé, il y a une petite citation ou des activités d'enrichissement qui sont proposées, tant au primaire qu'au secondaire, pour aller plus loin. L'enseignant va peut-être demander à cet élève qui a terminé ou qui est rapide, qui peut aider, qui est bon sur quelque chose en particulier, mais qui n'est peut-être pas super fort non plus partout, d'être un expert, un élève expert. Par exemple, quand on utilise des technologies en classe, puis de demander à un élève qui est bon avec le numérique d'aller aider les autres dans la classe. Donc, utiliser des élèves experts comme ça, d'aller aider. Donc, l'enseignant va peut-être faire son cours, une partie de son cours de manière plus explicite, magistrale, mais pendant son cours, il y aura des moments où il va circuler, il va mettre ses élèves en équipe, il va avoir préparé des activités d'appoint pour ceux qui sont rapides, il va avoir préparé dans ses activités peut-être des petites étapes le plus morcelées pour ceux qui ont de la difficulté, pour qu'ils puissent atteindre et réaliser le travail. Donc, voilà, madame, comment les enseignants sont outillés à ça, ils le font et ils reçoivent de la formation pour le faire. Merci beaucoup. Peut-être je poserai la question à madame Soulet. Donc, est-ce que ces différentes techniques aujourd'hui existent effectivement au niveau du groupe Jacques Chirac ou c'est en cours de mise en place? Elles sont pratiquées tout à fait dans la classe. Merci beaucoup. De rien, madame. Eh bien, écoutez, le temps est écoulé. Il nous reste à remercier encore Monsieur Bernet pour cette présentation très, très intéressante. J'espère qu'elle donnera envie aux uns et aux autres de participer à la prochaine, le samedi 19 mars. Un grand merci. Cela a éclairé aussi, encore une fois, aussi nos pratiques au sein du groupe scolaire Jacques Chirac, notre conception de l'apprentissage, et on le voit aussi à travers l'évaluation, notre conception de l'évaluation. Et vraiment, nous vous attendons nombreux pour la prochaine, le 19 mars. Merci à tous pour votre participation active. Et merci infiniment. À bientôt tout le monde. Merci, à bientôt tout le monde. Au revoir.
Au revoir.